Salut Cole. Salut. Merci d'avoir accepté mon invitation. Cole, tu es journaliste, tu es américain, mais tu vis, ou plutôt tu vis en France. Tu travailles entre autres pour The Nation, le New York Times, le Guardian. Si je t'ai invité, c'est parce que tu viens de publier un livre, c'est aux éditions Les Arènes, ça s'appelle « Le miroir américain, enquête sur la radicalisation des droites et l'avenir de la gauche ». En gros, tu nous fais faire un petit tour des États-Unis. Tu commences dans le sud de la Virginie. De la Virginie Occidentale, ouais. De la Virginie occidentale. Tu vas au Tennessee et tu finis à New York avec la gauche américaine, avec les socialistes américains. On va revenir sur la gauche, mais d'abord on va s'appesantir sur la droite et surtout sur la thèse en fait qui sous-tend un peu tout ton livre. C'est une espèce de comparaison en fait entre le pays d'où tu viens, les États-Unis, et le pays dans lequel tu vis, la France. Qu'est-ce qui te permet de dire que ces deux pays sont comparables lorsque tu regardes les dynamiques politiques qui sont à l'œuvre? Évidemment, les pays sont différents aussi, ça il faut le dire vraiment dès le début. Culturellement aussi, la liste est très longue, mais il y a des choses en commun. Il y a l'héritage des Lumières, donc nos deux républiques à modèle universel, c'est quand même assez rare dans le monde finalement. Donc on a cette histoire commune. Ce sont deux pays aussi beaucoup forgés par l'immigration, des pays très divers aussi, même si peut-être on en parle moins peut-être en France. L'identité nationale de ces deux pays est aussi liée à l'immigration, à l'arrivée des gens qui viennent d'ailleurs. Donc il y a ça en commun. Et puis il y a aussi le système politique. On a finalement en France, comme aux États-Unis, un système semi-présidentiel, mais présidentiel, où en fin de compte, à un moment, il faut que les gens choisissent entre deux candidats. Et dans un contexte où il y a beaucoup d'aliénation politique, de mécontentement politique, de dégoût envers la chose politique, des surprises deviennent possibles. Donc c'est un peu ça le début de la réflexion. Et puis je pense que dans les dynamiques politiques, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Le but du livre n'est pas de dire que la France égale les États-Unis, pas du tout. Mais il y a des choses qui se ressemblent. On a les classes populaires, surtout en dehors des grandes villes, qui votent de plus en plus à l'extrême droite. On le voit en France depuis un bon moment, on le voit aussi aux États-Unis et surtout aux dernières élections. Donald Trump fait un score très impressionnant. On a aussi des électeurs de droite classiques, traditionnels, donc les gens qui ont toujours voté à droite, les petits patrons, les commerçants, les artisans, etc., qui eux maintenant commencent à se dire finalement je peux imaginer voter pour un parti d'extrême droite. Peut-être qu'il y a certaines choses qui me gênent un peu dans les discours, peut-être ils vont un peu trop loin sur certains points. Oui, Trump peut être un peu raciste, un peu xénophobe, mais finalement, jamais je voterai à gauche. Entre ces deux choix-là, je vais voter pour les candidats de l'extrême droite. Donc on a une droite qui se radicalise aussi dans nos deux pays, qui prend des formes différentes. On a une gauche qui stagne en dehors des grandes villes. T'es gentil quand tu dis stagne, non? Elle est plutôt même en train de se contracter, si je prends l'exemple français. On a ce qui me frappe aussi peut-être encore le plus, je dirais, c'est le rôle des médias dans cette radicalisation des droites aux États-Unis et en France. Attends, on va revenir sur la question médiatique, mais d'abord sur les mots en fait MAUX qui sont à l'œuvre à la fois aux États-Unis et en France, mais on va s'appesantir sur le cas américain. Qu'est-ce qui justifie, selon toi, parce que c'est ce dont tu traites dans ton livre, le fait que, par exemple, les gens qui n'ont pas de diplôme, qui habitent en dehors des centres-villes, votent de plus en plus à l'extrême droite? Est-ce que c'est le désespoir de voir leur territoire se désindustrialiser, ne plus permettre de vivre correctement, de ne plus avoir d'emploi? C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ils vont chercher un espèce d'horizon qui serait porté par l'extrême droite. Et quel est le lien entre la désindustrialisation et le vote pour Donald Trump?
Je pense qu'il faut le dire aussi, il faut le souligner, il y a toujours eu des électeurs, il y a toujours eu des classes populaires qui votaient à droite. Ça, c'est pas nouveau, donc il faut le dire et le redire. Les ouvriers qui votent à droite, ça c'est pas nouveau. Mais dans le livre, je me concentre sur justement la désindustrialisation, parce que là, on voit, c'est des anciens bastions de la gauche qui basculent. Donc, pourquoi la désindustrialisation est très importante? Dans ces villes, la détresse sociale que vivent les gens n'est pas la même que vivent les gens dans les grandes villes frappées par la pauvreté. Il y a aussi des problématiques sociales ailleurs aussi. Il y a la pauvreté qui existe dans les grandes villes. Mais ce qui est important de comprendre, je pense, dans ces villes que je visite en Virginie occidentale, ou des villes qu'on peut voir, à mon avis, dans le nord de la France ou de l'est de la France, c'est que ces gens savent très bien que leurs parents, leurs grands-parents, ont connu autre chose, ont connu mieux qu'eux. Donc il y a ce sentiment de frustration, de rancœur, de nostalgie, d'amertume, un sentiment d'être abandonné aussi par l'État, qui a dit que l'État allait les protéger, que finalement est incapable de le faire. Donc ça crée une méfiance qui est très importante et qui pousse beaucoup de gens à l'abstention aussi. Donc ça, il faut le comprendre aussi. Les villes que je visite en Virginie occidentale, à Weirton par exemple, il y a un taux d'abstention très élevé. Donc il y a beaucoup de gens qui votaient démocrates avant, qui disent maintenant la politique ça m'intéresse plus, ils sont tous des menteurs, je ne vais pas voter. Et puis il y a aussi des gens qui maintenant votent pour l'extrême droite. Donc, si vous voulez aussi, si tu veux Pablo, j'aime pas du tout l'idée d'opposer des raisons sociales qui expliqueraient le vote de l'extrême droite aux raisons sociétales. Les deux fonctionnent très bien ensemble. Donc quand les gens sont dans la détresse, vivent dans des situations très compliquées, ils sont encore plus susceptibles à écouter des discours qui désignent des boucs émissaires. Et c'est ce que fait Donald Trump, très bien. Donald Trump, depuis le début de sa carrière politique, il a un discours, il a des éléments très racistes, des éléments xénophobes. Pendant la dernière campagne, Donald Trump a parlé presque sans cesse de l'immigration. Là, on parle beaucoup de ce qui se passe sous la présidence Trump, Doge, etc. Mais pendant la campagne, le candidat Trump parle énormément de l'immigration. Il offre une explication très claire pour les mots qu'on vient d'évoquer, c'est la faute des immigrés, c'est la faute de l'immigration. Et donc, ce discours fonctionne très bien quand les gens sont à la recherche de boucs émissaires, quand ils ont l'impression d'être abandonnés et quand ils sont en colère aussi. Donc, si tu veux, c'est les deux, c'est ce mélange en fait. Finalement, pour comprendre pourquoi ces discours xénophobes fonctionnent, il faut déjà comprendre les conditions dans lesquelles vivent des millions de personnes dans nos deux pays. Il y a quelque chose d'intéressant, c'est que à un moment, il y a une protagoniste donc, qui vote pour Donald Trump, que tu interviews et qui dit moi, de toute façon, je suis tellement désespéré que c'est pour ça que je vais voter pour ce criminel. Ouais. Donc, elle désigne la personne pour qui elle va voter, c'est-à-dire Donald Trump, comme un criminel. Qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'elle arrive en fait à dire ce genre de phrase qui paraît complètement folle? C'est-à-dire qu'elle ne dit pas « Non, mais Donald Trump, c'est Jésus, il est génial, et puis tout le monde veut l'accabler de tous les maux du monde, mais c'est faux. » Non, elle sait que c'est un criminel et elle va voter pour lui. Est-ce que, d'après toi, c'est pas aussi parce que le vote Donald Trump, c'est aussi un vote non pas je m'en foutiste, mais un vote qui dit de toute façon on est foutu, donc je vais aller voter Donald Trump parce que ça va accélérer la chute du système. Et je mets ça en parallèle avec ce que tu dis sur la respectabilisation d'une partie de l'extrême droite européenne. Tu parles de Orban, Meloni ou de Marine Le Pen, hein, qui cherchent à se respectabiliser. Quand on n'a pas l'impression que Donald Trump, lui, il cherche à se respectabiliser, quoi. Lui, il danse, il dit des gros mots, il fait n'importe quoi, il continue à faire des meetings et des vidéos où genre complètement folles. Il cherche pas à se respectabiliser. Pourquoi, selon toi, il n'a pas besoin de ça, voire il utilise son absence de respectabilité pour engranger encore plus de votes? Non, c'est une très bonne question. Il y a énormément de différences entre Marine Le Pen et Donald Trump. Marine Le Pen n'a pas le même culte de personnalité autour d'elle, ça c'est très important à souligner. Mais
je ne sais pas si j'ai une réponse satisfaisante pour toi. Ce qui m'intéresse plus que si tu veux, les personnalités politiques, les politiciens eux-mêmes, c'est les électeurs, c'est l'électorat. Et je pense que, pour le coup, cette attitude, tu me diras si peut-être tu n'es pas d'accord, mais cette attitude de dire finalement le système, c'est la faute du système, j'ai plus du tout foi dans la politique, je vais peut-être voter pour les candidats de l'extrême droite. Ça, c'est quelque chose qu'on voit, je pense, dans nos deux pays. Donc, c'est pas nécessairement un vote d'adhésion. Il y a aussi, et ça, il faut le souligner aussi, il y a aussi des millions d'électeurs républicains qui croient profondément dans la politique de Donald Trump. Je pense notamment aux chrétiens évangéliques qui ont soutenu les candidats républicains en masse depuis des décennies maintenant. Eux, par contre, ils voient Donald Trump comme un vrai un allié qui défend leurs idées, leurs causes politiques, et qui même pensent que peut-être il y a aussi que Donald Trump serait même en contact avec Dieu. C'est quelque chose que j'ai rencontré sur le terrain en parlant avec des électeurs, les gens qui me disaient que finalement il y avait un lien spirituel. C'est les députés républicains qui le disent aussi. Donc pour montrer à quel point là encore on est sur quelque chose qui est très différent de la France. Mais la stratégie qui est mise en place par Donald Trump, qui est une stratégie de spectacle permanent et de spectacle qui est étrange, qui est nouveau. Enfin, je veux dire, un président des États-Unis qui signe des décrets dans une arène de boxe. Je veux dire, j'avais jamais vu ça. Personne n'avait jamais vu ça. Et après, il jette les stylos, il jette les papiers, etc. Enfin, je veux dire, et toute sa présidence est marquée par ce show permanent, qui est un show qui rompt avec la respectabilité de ce que c'est qu'un président américain. Là où Marine Le Pen ou des gens qui sont arrivés au pouvoir comme Mélanie et Orban, eux, au contraire, ils font comme si Marine Le Pen, elle veut pas qu'on dise qu'elle est d'extrême droite et elle se comporte comme une représentante d'un parti de droite classique. Enfin, elle essaye de faire cette démonstration là. Qu'est-ce qui, pour toi, fait que genre on a des partis d'extrême droite, on va dire, ou des personnalités d'extrême droite qui optent pour des stratégies qui sont aussi différentes? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aux États-Unis d'un peu différent, quoi, genre où vous acceptez en fait ce genre de show, là où à mon avis en France ça marcherait beaucoup moins? Peut-être. Moi, je pense à quelqu'un comme Cyril Hanouna, que peut-être on reverra ça dans quelques mois, dans 2 ans, et peut-être j'aurai tort, hein, mais on voit émerger peut-être des discours similaires. Mais honnêtement, je n'ai pas la réponse. C'est pour ça aussi que si tu veux, Donald Trump, pour moi, finalement, bizarrement, il m'intéresse, moi, dans ce livre, que le parti républicain qu'il a mis en avant. Ouais. Trump est aussi l'aboutissement d'une radicalisation qui est en cours depuis des décennies, finalement. Et, il y a eu des précurseurs pour Donald Trump, des précurseurs qui ont ouvert le chemin, à Trump. Mais c'est une bonne question, et je pense que tu as raison, pour l'instant en France, ce style, je pense souvent au livre de Christian Salmon sur le pouvoir grotesque. Il y a ce côté clownesque, grotesque, que pour l'instant on ne retrouve pas en France. La question qui est beaucoup mise en avant pour expliquer en partie la défaite de Kamala Harris et la victoire de Donald Trump, tu vois, c'est la question. Alors, je prends des très gros guillemets parce que c'est un mot qui est utilisé par les républicains et par Donald Trump. La question woke. C'est-à-dire, tout à l'heure, tu as dit, moi, je ne veux pas opposer le social et le sociétal, etc. Enfin, est-ce que les électeurs que tu as rencontrés, par exemple, la question trans, qui a l'air de poser tellement de problèmes à Donald Trump pour qu'il en parle absolument tout le temps, qu'il le mette sur ses papiers de campagne, etc., dans les 5 points les plus importants de sa campagne, est-ce que on t'en a parlé? Est-ce que à Weirton, par exemple, on t'a dit ah ouais, les trans, il y en a beaucoup trop. Pourquoi est-ce que les trans ont le droit de faire du sport avec les personnes cis? Non. La réponse est non. Par contre, ça c'est intéressant, les seuls qui parlaient des personnes trans,
c'était les chrétiens évangéliques dans le Tennessee qui considèrent que c'est un problème de très, très grande importance aux États-Unis. Donc à un moment dans le livre, je raconte, à ce moment-là, je pense assister à un meeting politique organisé par le Parti républicain de ce comté dans le Tennessee, juste au sud de Nashville. J'arrive dans ce meeting et finalement, je comprends que je suis entouré par des évangéliques où les frontières entre religion et politique sont complètement brouillées. Il y a des députés qui comparent Donald Trump au roi David de la Bible en disant que oui, c'est une mauvaise personne, mais il est en contact avec Dieu, et qui parlent beaucoup de l'avortement. J'ai une femme à côté de moi qui me parle de l'homosexualité, qui pense que c'est vraiment un discours qui date d'il y a, on dirait, 30 ans, 40 ans, mais évidemment des personnes trans aussi. Donc je dis ça parce que les chrétiens évangéliques sont, si tu veux, le moteur de cette offensive, de cette radicalisation du Parti républicain. C'est eux qui sont à la source de ce qu'on appelle aux États-Unis les guerres culturelles sur des questions comme le droit des personnes, les droits des personnes trans. Ce sont les républicains qui veulent retirer des droits aux personnes trans, de les empêcher d'utiliser les toilettes qu'ils veulent utiliser, d'interdire certains livres des écoles. C'est vraiment le moteur de cette offensive réactionnaire, c'est les chrétiens évangéliques. Donc cette base-là est très importante pour comprendre le Parti républicain d'aujourd'hui. Ça a aussi une grande différence avec la France, c'est qu'aux États-Unis, on a un système bipartite où on a vraiment deux camps politiques qui rassemblent des groupes très différents. Le Parti républicain aujourd'hui, c'est quoi? On a des classes populaires blanches qui habitent en dehors des grandes villes, qui votent massivement pour les républicains. On a, comme je disais tout à l'heure, des conservateurs un peu traditionnels qui disent « bon, finalement, Trump ne me gêne pas plus que ça ». On a des millions d'évangéliques qui votent républicains. Et puis on a aussi, et ça c'est intéressant pour les questions de financement des campagnes, on a aussi ce milieu de la tech à Silicon Valley qui soutient les républicains pour d'autres raisons. Et donc cette coalition, finalement, est fragile aussi. Ils ont des cibles en commun, les immigrés, les personnes trans, le wokisme, etc. Ils ont des cibles en commun. Par contre, ils ont des objectifs très différents. Ça, on le voit déjà à quel point cette coalition est extrêmement fragile. Quand Donald Trump dit qu'il veut, quand il lance la guerre commerciale, il y a une partie de sa base, des gens que j'ai rencontrés à Overton, qui disent très bien, il faut défendre les États-Unis, des importations, etc. Mais il y a aussi une partie du milieu des affaires qui est très opposée. Et on le voit aussi avec les coupes budgétaires de Elon Musk, de Doge, qui sont favorisés par les grands donateurs du Parti républicain qui disent « Allez, l'État ne sert à rien, c'est un obstacle », qui ont une vision très libertarienne des choses. Et puis sur le terrain, ces coupes budgétaires sont en train de toucher des millions de républicains qui travaillent eux-mêmes pour les agences fédérales ou qui dépendent des services de l'État. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, on a une coalition très diverse et contradictoire. Tu m'as parlé de ces chrétiens évangélistes qui sont un des moteurs donc, de la dynamique Trump et républicaine aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont en expansion aujourd'hui et c'est quoi leurs moyens pour continuer leur offensive? Tout à l'heure, tu as mentionné, et je t'ai coupé, la question médiatique. Est-ce que, par exemple, Fox News est un médium utilisé par les évangélistes aussi pour continuer, pour prolonger, pour accentuer leur prosélytisme? Alors, ce qui est intéressant, c'est que les chrétiens évangéliques, il y en a je veux dire, pas tant que ça aux États-Unis, mais ils ont énormément de poids et d'influence au sein du Parti républicain. Donc on est en train de parler d'une minorité du pays, mais c'est une base des gens très bien organisés qui ont beaucoup d'influence et qui pèsent sur l'organisation du Parti républicain. Et puis par conséquent, évidemment, ils ont un impact aussi en mettant en avant ces guerres culturelles qui sont relayées par la suite par Fox News, ils ont de l'influence. Mais dans le livre aussi, je compare beaucoup Fox News et CNews. Pour moi, les parallèles sont évidents, sont frappants. Donc des médias conçus comme des outils de combat politique et qui utilisent aussi un style populiste où ils vont souvent critiquer
le travail d'autres journalistes, d'autres médias plus prestigieux. Si vous écoutez Fox News aujourd'hui aux États-Unis, si vous regardez Fox News, les journalistes vont souvent critiquer le New York Times, le Washington Post, CNN, qui sont eux assimilés aux élites libérales, culturelles du pays, et c'est l'ennemi absolu. Et ça plaît aux gens. Et CNews, à mon avis, joue au même jeu. Exactement pareil avec France Télévisions. Ils sont obsédés par l'audiovisuel public, CNews. Donc, et puis, ils se positionnent du côté des gens ordinaires. Ils vont souvent utiliser Fox News vont souvent parler du oui, de nous les Américains. CNews, Pascal Praud, il va souvent dire les Français veulent ceci, les Français veulent cela. Donc on a ce style qui se ressemble. Et puis les deux chaînes mettent en avant les priorités de cette droite dure. Ils mettent en priorité les guerres culturelles de la droite sur l'immigration, l'identité, l'insécurité. Et puis les chaînes savent divertir aussi. C'est une source de divertissement. Et pour l'instant, la gauche, il n'y a pas vraiment d'équivalent. Et puis finalement, un autre point très important à souligner, ces chaînes ont de l'influence sur les politiciens aussi. Et c'est ça qui est, je ne sais pas, même peut-être plus inquiétant. Les républicains, les élus, Donald Trump, de la Maison-Blanche, je peux te dire qu'ils regardent tous Fox News pour voir comment Fox News va parler de leur présidence, de la présidence de Trump. Ils regardent Fox News pour savoir quelles sont les priorités de la chaîne, des chroniqueurs, des journalistes. Donc c'est aussi ça qui est inquiétant. Et je pense, on a des études qui le montrent déjà aux États-Unis, l'impact que Fox News a sur le Parti républicain, qui participe, qui accélère ce processus de radicalisation. On n'a pas les études sur CNews en France, mais je pense qu'on voit ce phénomène aussi. Elles existent, les études. Il y en a qui sont assez intéressantes. Sur les élus. Aussi qui parle exactement aussi le rapport aux élus. Et d'abord, on sait très bien que dans tous les ministères, genre il y a CNews qui est genre en fond. Quand c'est pas BFM, c'est CNews. Et l'édito de Pascal Praud du matin, je peux te dire que c'est ça qui donne le là de après ce que vont aller raconter les politiques sur les plateaux télé, quoi. Et ce que moi je trouve frappant de ça, c'est que si tu veux, aux États-Unis, personne considère, personne. Les démocrates ne considèrent pas Fox News comme une chaîne comme les autres. Ça, il n'y a plus d'illusions, personne n'est dupe. Depuis la présidence Obama, il n'y a plus d'illusions sur Fox News. Donc, les démocrates, ils vont rarement, voire jamais, sur Fox News. Ils savent très bien ce que c'est. En France, ce qui est intéressant avec CNews, c'est qu'on a non seulement les élus du RN ou des gens autour d'Éric Zemmour qui vont sur CNews, on a aussi LR, des députés macronistes qui vont sur CNews en se disant bon, ça va me donner peut-être un peu de visibilité. Ils le regardent. Et j'interviewe un ancien député macroniste dans mon livre qui dit notre parti est complètement à la botte de CNews. On ne se rend pas compte. Lui, il se rendait compte. Mais ça, c'est quelque chose qui peut être frustrant d'un point de vue américain, d'un point de vue extérieur, de se dire pourquoi vous continuez à jouer le jeu, y compris, et ça il faut le dire aussi, les partis de gauche. On a des députés du PS, de la France Insoumise, qui vont sur CNews. Moi, quand je regarde ça, je me demande qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ouais, alors je suis complètement d'accord avec toi. Je pense qu'effectivement, il ne faut pas aller sur ce type de chaîne d'infos, mais dans la tête de certaines personnes, j'imagine, de gauche ou de chez les macronistes, tu vois, il y a l'idée, je vais aller m'adresser à un public auquel d'habitude je ne m'adresse pas. Parce que tu peux passer ta vie à aller sur France Culture et à expliquer, bien sûr, ouais. Mais tu vas toucher une certaine partie, une certaine catégorie de la population, quand sur CNews, tu imagines, tu fantasmes que tu vas pouvoir toucher d'autres gens, des gens qui sont peut-être plus éloignés de tes idées, que tu vas pouvoir les ramener. C'est la même chose, j'imagine, avec Fox News. C'est pas les mêmes personnes qui lisent The Nation qui lisent Jacobin Magazine que ceux qui regardent Fox News. Voilà. Bien sûr, non, on est d'accord, et je ne veux pas simplifier trop non plus. C'est un débat à avoir, et puis il faut être très conscient de ce qu'on fait. Peut-être, je ne dis pas qu'il ne faut jamais aller sur ces médias,
mais je pense qu'il faudrait beaucoup plus de réflexion. Peut-être je le formulerai comme ça. Passons maintenant à la gauche américaine. Alors c'est assez drôle parce que quand les premiers chapitres, c'est tu voyages dans les États-Unis désindustrialisés, en gros de la campagne, en gros pour utiliser un terme français. Et puis au moment où tu commences à parler de la gauche, là on plonge à New York, donc on est dans le Queens, et donc tu te penches sur un quartier, Astoria, et tu vas rencontrer les gens dans ce quartier. Alors déjà c'est marrant parce que du coup on est dans l'hypercentre de l'hyperville américaine à New York pour parler de la gauche. Est-ce que cette distinction, en gros, qu'on retrouve un peu en France, Donald Trump et l'extrême droite, c'est les campagnes, les zones désindustrialisées, et la gauche, et surtout la gauche la plus progressiste, celle des socialistes américains, démocrates, elle est dans les centres-villes, et notamment, par exemple, dans le centre-ville de New York. Oui, si je suis allé dans le Queens, c'est parce que c'est le bastion aujourd'hui de la gauche américaine. Pour l'instant, donc DSA, l'organisation socialiste qui soutient des candidats qui sont presque exclusivement des démocrates, DSA est très fort dans un certain nombre de grandes villes, en Californie, New York, Chicago aussi, comme la gauche en France, mais peut-être je dirais que c'est encore plus prononcé aux États-Unis. On a une gauche, j'hésite à utiliser le mot radical parce que je ne pense pas qu'on peut dire que AOC soit radical ou Bernie Sanders soit radical, mais la gauche la plus progressiste peut-être reste aujourd'hui aux États-Unis vraiment ancrée dans les grandes villes. C'était aussi un choix de ma part de montrer ça. Je veux dire, c'est un obstacle aussi. Donc la question, et je suis un candidat aussi parce que en Virginie occidentale, je suis un candidat démocrate qui voulait justement faire campagne dans un territoire très républicain, mais avec un programme à la Bernie Sanders, où il va mettre l'accent sur les questions sociales, sur les salaires, sur le logement, sur la santé. Il a beaucoup parlé de ces sujets, il a fait campagne dans un coin très trumpiste, et il a perdu parce que finalement, le fait d'être démocrate dans un territoire comme ça, les gens ne votent pas pour les démocrates. Voilà. Et je raconte aussi des scènes où Troy Miller, il s'appelle, il va parler avec des électeurs. Parfois, il arrive à faire des discussions avec des gens. Et puis, il y a d'autres interactions où on va lui dire vous êtes de quel parti? Il dit démocrate et les gens qui partent tout de suite. Discussion impossible. Ou ils vont dire donc vous voulez tuer des enfants. Donc parce qu'il est pro-choice, donc il soutient le droit à l'avortement. Donc ce sont des vrais obstacles aujourd'hui pour la gauche. Et l'idée, moi je ne dis pas dans le livre que la gauche française fait face aux mêmes obstacles. Je pense que quand on regarde par contre la carte électorale en France, qu'on risque d'aller vers un scénario à l'américaine où on a une gauche qui vraiment serait cantonnée, ancrée dans les grandes villes, mais qui a beaucoup de mal à exister en dehors des grandes villes. Je pense qu'on n'est pas encore là en France, mais je me pose la question, je demande est-ce qu'on ne risque pas d'aller dans ce sens-là. Mais en effet, oui, c'est un choix de montrer Astoria, Queens comme l'épicentre de la gauche. C'est l'épicentre de la gauche. Il y a des élus socialistes à toutes les échelles. Ce n'est pas le cas ailleurs. Pourquoi est-ce que tu as dit que Bernie Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez, on ne pouvait pas dire qu'ils étaient radicaux? Parce que je trouve qu'ils ont des programmes très... nous, on appellerait ça aux États-Unis, c'est la tradition social-démocrate, mais au bon sens du terme. C'est-à-dire faire des réformes qui améliorent les conditions de vie des gens. C'est une tradition, la tradition de Franklin Roosevelt, qui a lancé le New Deal avec beaucoup d'investissements publics, augmentation du SMIC, création du SMIC dans le cas de Roosevelt, la construction on va dire le début d'un État-providence à l'américaine, parce qu'on n'a jamais eu un État-providence comme en Europe. C'est cette tradition-là, finalement. Il n'y a rien...
Alexandria Ocasio-Cortez n'est pas une révolutionnaire politique. Et Sanders utilise une rhétorique, il parle d'une révolution politique qui, dans le sens américain, peut-être fait sens, mais ce sont des politiciens de gauche, de la vraie gauche, quoi. C'est ça que j'ai envie de dire. Ouais. Est-ce que tu vois dans les propositions de Sanders et de Ocasio-Cortez un avenir pour le parti républicain en France, pour le parti démocrate, pardon. Quand on regarde les papiers en France, on a l'impression que tout tourne autour d'eux aujourd'hui. Genre, tu lis Le Monde, Libération, etc., ou Courrier International, tu vois, c'est AOC, Sanders, tu vois, on a l'impression qu'il n'existe plus que ça au parti démocrate. J'imagine que c'est un peu plus compliqué que ça. Oui et non. Oui et non. Après l'investiture de Trump, je pense que beaucoup de démocrates étaient sous le choc. Il y a beaucoup de démocrates plus modérés, plus centristes qui disaient mais merde, qu'est-ce qu'il faut faire en 2017, après l'investiture de Trump, il y avait des manifestations partout. Il y avait une phrase que beaucoup de gens disaient à l'époque, c'était il faut pas que ce n'est pas normal. Ça c'est pas normal. Il faut montrer que c'est pas normal. Donc opposition virulente, massive à Trump. Et puis finalement, les gens se sont réveillés en novembre 2024 et puis début 2025 en se disant finalement, est-ce que c'est pas nous la minorité finalement? Donc je pense que les démocrates étaient sous le choc, d'autres démocrates plus modérés qui se disaient est-ce que finalement Donald Trump, il a peut-être pas raison sur certains sujets, sur l'immigration, même sur les droits des personnes trans? Il y a eu quelques démocrates qui disaient bon, c'est pour ça qu'on a perdu l'élection, qui est une interprétation complètement incorrecte, je pense, de ce qui s'est passé. Donc il y a un peu cette phase de on ne sait pas quoi faire. Donc Bernie Sanders, qui est très âgé, je pense qu'il ne voulait pas faire ça forcément, il se dit ok, il y a des démocrates qui ne sont pas présents, donc il faut faire quelque chose. Et donc c'est Bernie Sanders qui décide d'organiser des meetings un peu partout aux États-Unis, y compris dans des zones qui votent républicains, avec AOC. C'est ce qu'ils font dans des États comme le Idaho dans l'Ouest, ils font ça dans l'Utah, des États très républicains. Ils font des meetings qui rassemblent des milliers de personnes. Et ça montre qu'il y a une colère et les gens, ils ont envie de voir qu'il y a une alternative. Pour l'instant, les démocrates centristes ne sont pas présents, ils ne sont pas là. Mais c'est quoi exactement le fond de leur proposition AOC et Sanders, si tant est d'ailleurs que ça soit la même proposition exactement? C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils disent aux Américains, aux démocrates? Là, le message de Sanders et aussi en ce moment, c'est il faut se battre contre l'autoritarisme et l'oligarchie. Donc il y a cette critique de ces deux mots, c'est les deux mots d'ordre, ce qu'ils utilisent. On risque, si on n'est pas encore là, on risque de basculer vers un système autoritaire avec Donald Trump. Je n'ai pas besoin de citer toutes les raisons pour lesquelles on est là. Et puis on a aussi un système d'oligarchie. Et c'est la même critique que Bernie Sanders fait depuis des décennies. Toute sa carrière politique, il dénonce l'oligarchie qui impacte les deux partis. Pas seulement les républicains, mais aussi les démocrates. Parce que, on n'a pas le temps peut-être d'en rentrer dans les détails, mais aux États-Unis, pour un démocrate aujourd'hui de gauche, si par exemple on a envie d'être élu au Congrès, il faut trouver les moyens de financer sa campagne, qui va coûter en moyen, on va dire, pour être sérieux, $1 million minimum. $1 million pour avoir une vraie campagne. Ce qui fait que les démocrates les plus progressistes, souvent, ont du mal à rentrer dans le jeu politique. Et donc Sanders a cette critique de l'oligarchie et de l'autoritarisme, et ça correspond au moment, je pense aussi. Donc ils vont dénoncer, dans ces meetings, les excès, ils vont dénoncer les choix, les décisions politiques de l'administration Trump. Ils vont proposer d'autres mesures qui sont des mesures assez classiques qui viennent du programme de Sanders aux dernières élections. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des manifestations, enfin, qui émergent. Ils ont pris un peu de temps, mais on voit enfin des manifestations un peu partout aux États-Unis. Il y a eu deux grandes vagues de mobilisation. Et ce qui est intéressant dans ce moment-là, aujourd'hui aux États-Unis, c'est que les électeurs démocrates sont en colère contre les élus démocrates. On a une vraie méfiance, on a une colère vis-à-vis des élus démocrates. Parce qu'il y a beaucoup de démocrates, je pense qu'on peut comprendre, qui se disent mais qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous êtes en train de voter? Pourquoi vous êtes en train de voter en faveur des nominations de Donald Trump, des juges?
des nominations à aux différents départements du gouvernement fédéral. Donc il y a une vraie colère et ça va être intéressant de suivre. Et d'après toi, tu penses que c'est susceptible de modifier en profondeur la structuration du Parti démocrate? Je faisais une interview avec l'économiste Joseph Stiglitz qui me disait le problème c'est que quand il y a un affrontement, quand il y a un débat en fait entre la gauche du Parti démocrate et la droite du Parti démocrate, c'est-à-dire l'establishment, c'est toujours l'establishment qui gagne. Est-ce que là, pour une fois, tu penses qu'il y a une chance que ça soit la gauche du Parti démocrate qui l'emporte? Je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être, mais je ne sais pas. Mais il faut essayer parce que il y a pas vraiment. Je sais que c'est peut-être décevant comme réponse, mais je ne sais pas s'il y a d'autres possibilités. Il y a toujours cette idée de peut-être lancer un troisième parti. Ce qui est intéressant dans le discours de Sanders en ce moment, c'est qu'il dit maintenant. Il encourage des gens à lancer des candidatures aussi indépendantes. Il dit, si vous avez envie d'être démocrate, très bien, mais si vous avez envie d'être indépendant, faites-le aussi. Donc, bon, le système bipartite aux États-Unis est peut-être un obstacle, mais on verra. On est dans une situation très incertaine. Donc, c'est possible. C'est possible aussi qu'il y aura d'autres candidats démocrates un peu centristes qui vont surfer sur la vague anti-Trump pour finalement être élus et se comporter comme des démocrates centristes, modérés, classiques. Mais on va voir dans les prochains mois. Il y a peut-être une élection qui va être intéressante. Je ne dirais pas que c'est une élection qui va déterminer la suite aux États-Unis, mais encore à New York, bien évidemment. Il y a une primaire pour les élections municipales à New York, pour élire le nouveau maire de New York, où on a un candidat socialiste, Zohran Mamdani, que j'ai interviewé, que je ne cite pas dans le livre d'ailleurs, mais que j'ai interviewé il y a 1 an, qui était élu à Astoria, qui est socialiste, qui se présente aux élections municipales et qui, pour l'instant, vu les sondages, a peut-être des chances d'emporter cette primaire. Évidemment, New York, ce n'est pas les États-Unis, mais c'est quelque chose d'assez intéressant. Est-ce que ça pourrait donner inspiration à d'autres candidats potentiels, peut-être? J'ai une dernière question. Est-ce que aujourd'hui, quand tu vois tout ce qui se passe aux États-Unis, c'est une question un peu bizarre, hein, est-ce que tu te sens, tu continues d'aimer ton pays, les États-Unis? Non, mais parce que moi, je connais beaucoup d'Américains qui à la fin de l'année, j'étais à une soirée où il y a un Américain qui a quand même dit à quelqu'un qui lui disait mais d'où tu viens, parce que genre il avait un accent voilà pas français et il a répondu je suis australien. Et j'étais là genre, j'étais là genre non, il est américain. C'est-à-dire qu'il a caché le fait qu'il était américain parce qu'il avait trop honte de l'endroit où était en train d'aller son pays. Est-ce que tu partages cette honte? Est-ce que c'est un sentiment que tu as ou est-ce que tu continues de te dire, tu parles des résistances et genre tu vas de Sanders, du Parti démocrate, etc. Est-ce que ça te suffit pour te dire j'ai encore foi dans mon identité américaine? Je sais pas si moi je suis internationaliste. J'ai grandi aux États-Unis, donc j'aime la culture américaine. Donc point jamais je cacherai le fait que d'être américain. J'aime la culture américaine, j'aime la musique américaine, qui est quand même je veux dire un de nos avantages, de nos forces. C'est la musique. Donc non, j'ai pas honte d'être américain. Je dirais pas ça comme ça. Et puis en plus, je suis internationaliste. Attends, ça veut dire quoi? C'est notre force, la musique? J'ai pas envie de rentrer dans un débat, mais comparé avec la France, mais je veux dire la production musicale, la tradition musicale américaine qui est issue d'un mélange de différentes cultures, de l'Afrique, de l'Europe, donc la country, le blues, la soul, tout ça, c'est le mélange le rock et puis le rap. Je veux dire, tout ça, c'est quand même ce brassage finalement très lié aux États-Unis finalement, donc au mélange américain. Donc, et puis je me dis aussi qu'on a vécu des moments des moments durs aussi dans le passé, que ce soit en France ou aux États-Unis. Donc voilà, on va voir ce qui se passe, mais comme beaucoup d'Américains, je ne dirais pas que j'ai honte, non, pas du tout. Merci beaucoup Cole, et j'espère que
la situation des deux côtés de l'Atlantique saura trouver, on saura construire en fait des avenirs chacun de notre côté et aussi en commun qui soient un tout peu plus chantants que ce qui se passe aujourd'hui. Ouais, merci à toi Pablo, merci.